c'est bon. Super. Je m'éclipse, Sophia, à tout à l'heure. Je suis là en D'accord, à tout soutien à l'heure. technique, hein, bien sûr. À tout à l'heure. Ok. Eh ben, c'est à moi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Rofia Letiller. Je suis architecte de formation et docteur en thermique et énergétique appliquée à l'architecture et à l'urbanisme. Donc, ma formation doctorale, elle est vraiment appliquée donc à l'acte de concevoir et d'aménager. Donc, j'ai pas fait une formation sur le dimensionnement, par exemple, des équipements techniques CVC. C'est une formation qui s'est déroulée à l'école doctorale de Nantes. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que je vais vous présenter pas mal d'illustrations qui viennent de cette école doctorale et du laboratoire de recherche d'origine qui s'appelle Le Créneau à l'école d'architecture de Nantes. J'ai une vingtaine d'années donc d'exercice, pas autant qu'architecte, mais autant que plutôt ingénieur dans des bureaux d'études privés en région parisienne et aujourd'hui en région PACA à Marseille, voilà. Juste pour vous dire que c'est la première fois que je présente un webinaire. Donc, généralement, je fais des formations en présentiel et donc j'ai essayé d'être la plus, comment dire, enfin, voilà, je vais essayer de vous expliquer le plus d'éléments et de vous donner le plus d'informations au cours de ce webinaire, pardon. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en préambule, donc vous présenter les phénomènes météorologiques qui constituent donc ce phénomène des lots de chaleur urbains, comprendre ce phénomène, même si aujourd'hui on le vit depuis pas mal de saisons, d'années et d'étés, surtout en ce moment, 2013. Je vais faire un zoom sur les microclimats parce qu'en fait, les îlots de chaleur urbains sont beaucoup plus ressentis et accentués dans des microclimats spécifiques et avec l'interaction de certaines formes urbaines dans nos villes, centres-villes et même dans les projections, dans les projets nouveaux d'aménagement urbain et d'urbanisme. Je vais vous présenter aussi certaines illustrations de ce phénomène-là dans des villes un peu partout en France, justement dans toutes les régions et aussi à l'étranger. Les facteurs qui accentuent ces phénomènes de surchauffe urbaine. Et à la fin, je vous présenterai deux exemples. Donc, un exemple de diagnostic climatique dans des espaces urbains existants. Donc, j'ai pris le cas de la ville de Marseille parce que c'était mon cas de thèse et c'était les espaces que je vais vous présenter. Je les ai vraiment bien étudiés sur plusieurs, comment dire, avec plusieurs méthodes d'investigation au cours de ma thèse qui s'est déroulée fin années 90 et avec des phénomènes d'ailleurs qui n'ont pas trop changé, voire qui se sont accentués depuis. Et à la fin, je vais vous présenter un cas de projet urbain neuf et comment prendre en compte justement les données climatiques pour éviter ces phénomènes de surchauffe quand on aménage un espace ou comment dire, quand on aménage un quartier nouveau ou une zone d'aménagement. Donc, enfin, comprendre le phénomène des ICU, îlots de chaleur urbain. Donc, l'îlot de chaleur urbain, c'est justement ce phénomène d'accentuation et d'élévation de température d'air. Donc, il n'y a pas que la température d'air comme facteur de ressenti, on va le voir par la suite, mais c'est le facteur qui est le plus parlant à tous et le plus, enfin, qu'on ressent, enfin, qu'on voit le plus dans pas mal de publications. Et donc, cette accentuation de température d'air, elle est caractérisée par une différence de température sur un point de référence qui se situe généralement dans des zones rurales, donc là où l'urbanisation n'a pas fait son ravage, c'est un jeu de mots, mais là où il n'y a pas de bâtiments, enfin voilà, de revêtement sol imperméable, etc. Et un point, le point de comparaison est le point des centres-villes urbains, des centres-villes denses. Et généralement, cette différence de température, elle se situe donc entre les zones rurales, entre les banlieues, les quartiers urbains et les centres-villes denses, elle se situe, pardon, en moyenne à 3 degrés. Donc entre des espaces aérés et des espaces moins aérés et plus denses.
Quand est-ce qu'on a commencé à réfléchir à ces phénomènes-là? C'était dans les années 70, dans des villes très, très denses d'Amérique du Nord, par des chercheurs américains, canadiens, et aussi par des chercheurs dans le monde entier, y compris des chercheurs français dans les années 70. Et on a justement regardé quelle est la différence de température entre des espaces moins denses et des centres-villes beaucoup plus denses. Et on a remarqué effectivement ce dôme de chaleur qui se situe à son pic au niveau des centres urbains assez denses. Ce qu'il faut savoir en météorologie, sans aller sur des échelles de météorologues scientifiques à des échelles beaucoup plus élevées que les échelles limites urbaines. Donc nous, nos études, quand on travaille sur ces phénomènes-là en bureau d'études et bien évidemment en concertation et en collaboration avec les architectes et les urbanistes, on va regarder deux échelles distinctes. L'échelle euh, l'échelle, la strate, pardon, de la couche limite urbaine. Donc, la couche limite urbaine, c'est la couche où se situent les bâtiments les plus élevés d'un centre urbain dense et l'échelle de la canopée urbaine. Donc, la canopée urbaine, c'est l'échelle à 1,60 m où se situe un usager de la ville en moyenne, avec une taille moyenne de 1,60 m. Et donc, on a regardé un peu la différence de comportement climatique entre ces deux échelles. Donc, c'est là où le dôme de chaleur intervient, qui est piégé entre ces deux échelles-là, donc avec une absence de vent, une sensation d'étouffement. Ce dôme de chaleur, il est complètement dégagé si jamais on a des vents un peu forts vers l'extérieur des villes. Donc là, comment dire, on se débarrasse entre guillemets un peu de cet îlot de chaleur urbain. Et on va avoir créé ce qu'on appelle un panache urbain, donc qui va au-delà des villes. Par contre, si on n'a pas de vent, justement, ce dôme de chaleur persiste euh, dans, le- dans les centres très très denses et crée ce qu'on appelle un phénomène de convection de rayonnement solaire, ce qui va provoquer ce qu'on appelle des brises urbaines, donc des petites brises urbaines. Donc ce sont des écoulements d'air qui ne sont pas très très forts, qui se situent entre 2 mètres secondes et 3 mètres secondes, toujours au milieu urbain. Pour vous donner un ordre d'idée, donc dans un bâtiment, comment dire, une ventilation assez forte se situe à 1 mètre seconde, 1 mètre 50. Donc, pour vous illustrer ce phénomène de déluge chaleur urbain, donc je vous ai mis ici deux images comment dire, thermographiques de la région Île-de-France. Donc, une image à gauche de l'été 2000, donc avec toujours cet écart de température moyen de 4 degrés. Et à droite, une image de l'été 2003 qui était un été caniculaire où cet écart s'accentue avec ce phénomène de canicule et il est complètement doublé, donc il est égal à 8 degrés entre l'extérieur comment dire, du centre donc parisien et à quelques kilomètres où on a beaucoup plus de forêts, de végétation. Euh, Justement, donc ce phénomène est accentué aujourd'hui par les épisodes caniculaires qu'on vit et qui vont être malheureusement de plus en plus fréquents. Une autre illustration donc d'une image thermique, thermographique donc aérienne de la ville de Stuttgart. Donc une image, l'image à gauche c'est l'image prise donc dans le visible, donc à l'œil nu. L'image à droite est l'image prise dans l'infrarouge, donc pour quantifier la température de surface de différents espaces. Ce qu'on voit donc sur l'image de droite, justement, c'est des températures de surface assez élevées dans des espaces urbanisés, dans des petites ruelles, ce qu'on voit en rouge, en orange, ou sur des placettes sans végétation, et des températures de surface qui sont beaucoup plus faibles en, dans les parcs et dans les espaces végétalisés. Et ce qui est frappant, c'est quand même la valeur moyenne de cet écart de température de surface qui atteint jusqu'à quand même 18 degrés, donc toujours entre une température de surface de référence
dans l'espace le plus frais et du coup, généralement dans un parc. Une autre illustration donc, de plusieurs parcs de la ville de Göteborg, donc en Suède, qui est une ville très, très végétalisée, comme pas mal de villes d'Europe du Nord. Donc, ce qu'a fait donc Madame Upmanis, donc, qui est chercheuse dans les années 98, donc fin année, début année 2000, c'est qu'elle a, comment dire, elle a pris donc, les températures de surface sur plusieurs espaces types de la ville. Donc, par exemple, ici, ce qu'on voit là, ce sont des points de mesure ici, et ce qui correspond ici à des cœurs des poumons de ville végétalisés. Là, ce qu'on voit comme point, c'est des parcs végétalisés, mais qui sont complètement loin des espaces bâtis qu'on voit ici. Et la troisième diapositive représente donc des points qui se situent complètement à ce niveau-là, à des espaces complètement urbanisés avec des bâtiments assez hauts. Donc, par la thermographie infrarouge, ce qu'elle a déduit, cette chercheuse, c'est que entre les rues, les températures de surface entre les rues, donc, qui sont situées là avec des bâtiments de part et d'autre, les températures sont de 43 degrés, alors que dans les squares, la température de surface, elle est de 24 degrés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce refroidissement de parcs et de grands aires végétalisés, il va s'étaler jusqu'à de 30 à 40 mètres. Et sur certains parcs, parce que là, je vous ai montré, excusez-moi, je reviens en arrière, j'espère que ça va marcher. Voilà, je vous ai montré, c'est un peu lent. Bon, ça ne s'affiche pas, voilà. Trois types de parcs. Et en fait, selon les parcs, les types de parcs et selon l'étendue du parc, donc cette fraîcheur-là d'air et de surface et d'air, elle pourrait s'étendre jusqu'à 1175 mètres, ce qui est quand même assez intéressant. Là, j'ai regroupé plusieurs études sur plusieurs grandes villes, donc à Washington, Mexico City, dans une ville allemande, à Montréal, dans des villes en Asie, à Göteborg, donc c'est ce qu'on vient de voir, et à Tucson. Et à chaque fois, j'ai indiqué le type de climat, donc on n'a pas le type de climat, enfin on n'a pas le même climat partout. La dimension du parc dans lequel on est allé faire les mesures climatiques in situ de température de surface, donc entre le parc toujours et des secteurs urbanisés. Donc, ce que vous voyez là, à la troisième colonne à partir de la droite, ce sont les deltas de température entre les espaces urbanisés et les espaces où il y a du végétal. Et dans la deuxième colonne à partir de la droite, l'effet de fraîcheur du parc, l'étendue de cet effet de fraîcheur en mètres. Donc, ce qu'on peut constater, c'est toujours les mêmes moyennes qui varient de 3 degrés, de 2 degrés, pardon, jusqu'à 7 degrés en moyenne. Et l'étendue de cette fraîcheur d'air apportée par le végétal en mètres, donc entre 20 mètres et jusqu'à 2000 mètres quand même. Donc, on imagine qu'à 20 mètres, le parc est tout petit, ou c'est peut-être un cœur de place végétalisée, mais à 2000 mètres, là, il s'agit sûrement d'un grand parc. Et je vous ai mis ici donc les références et les dates des différentes expérimentations. Pour montrer encore une fois l'impact des parcs dans les cœurs de ville et comment les parcs pourraient être et sont sûrement des modérateurs de ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc il y a un autre phénomène qui se rajoute, il y a un autre paramètre qui n'est pas très, comment dire, qui n'est pas très présenté quand on parle d'îlot de chaleur urbain, c'est le phénomène d'accélération des vents. Donc, quand on dit le chaleur urbain, on parle voilà, de température d'air, de température de surface, mais les vents, l'écoulement d'air est rarement cité.
Il faut savoir que quand on a ce dôme de chaleur et quand on a en plus un phénomène d'accélération de vent, ce phénomène d'accélération de vent va accentuer justement l'îlot de chaleur urbain. Euh, donc voilà, donc si on maîtrise pas ce paramètre-là, comment dire, on maîtrisera moins justement le fait d'éviter cet îlot de chaleur urbain. Et en fait, certaines formes urbaines pourraient générer de l'inconfort dû au vent, donc dominant, que ce soit des vents forts ou des vents faibles, le type de revêtement de sol, le fait que le sol, que les surfaces soient perméables ou pas, soient rugueuses ou pas, que ce soit les surfaces au sol ou bien les surfaces de façade. Et aussi le fait qu'on ait ou pas de la végétation, parce que la végétation, non seulement elle diminue les températures d'air et de surface, mais aussi elle aide à freiner ces phénomènes d'écoulement d'air. Donc, pareil, dans les années 70, plusieurs chercheurs ont travaillé sur ces phénomènes de turbulence de vent. Et en France, un chercheur qui s'appelle Christian Gandemer, dans les années 70, a testé plusieurs formes urbaines dans des souffleries. Donc, les souffleries, ce sont des gros bâtiments avec des maquettes de bâtiments à l'échelle réelle. On va venir souffler du vent avec des directions de vent définies en amont et on va regarder comment se comporte le vent en amont et en aval du vent dominant. Et donc, on a, avec plusieurs expérimentations en soufflerie, avec des bâtiments à taille réelle, on a réussi à définir plusieurs phénomènes d'écoulement d'air assez inconfortables au niveau toujours de l'usager de la ville ou de l'espace urbain, 1,60 m. Et ces phénomènes-là donc, sont tous regroupés dans ce tableau en fonction donc, de la forme urbaine, de la forme du bâtiment, de la hauteur du bâtiment, de la direction du vent, du fait que le bâtiment soit poreux ou pas, ou rugueux ou pas. Le phénomène qui est très connu, c'est l'effet Venturi qui est ici, qui est seulement, comment dire, qui se produit seulement avec cette forme-là. Donc, quand on a deux formes de barre avec un petit écartement, sinon il y a d'autres phénomènes comme l'effet de sillage qu'on voit ici, l'effet canyon qui est un effet de guidage de flux d'air quand on a deux bâtiments complètement parallèles et donc le vent est guidé et s'il est fort, il peut constituer un phénomène d'inconfort majeur ici. Et tous ces phénomènes-là pourraient être corrigés, donc soit par un travail sur des porosités au niveau des bâtiments, soit par des éléments correctifs. Et parmi les éléments correctifs, il y a effectivement l'arbre ou les arbres ou les parcs qui sont vraiment enfin, à mon avis, et d'après pas mal de scientifiques, qui est l'élément comment dire, le plus adapté pour casser ce phénomène de vent, le corriger et le rendre beaucoup plus confortable. Donc voilà, encore une fois, donc j'ai mis une illustration de ce phénomène d'accélération de vent ici, à différentes hauteurs, en ville et en campagne, et les travaux de M. Gandemer dans les années 70. Voilà, avec une image ici, avec les différentes pressions qu'on peut avoir sur une façade. La façade ici, en plus, c'est une façade en surpression parce qu'elle est en plein dans la direction du vent. Pardon, la façade arrière, une façade en dépression. Et par exemple, à titre d'exemple, les immeubles qui sont inférieurs à 15 mètres, d'après les expérimentations qui ont été faites en soufflerie, ces bâtiments-là ne constituent pas de turbulence d'air au niveau des pieds d'immeubles et même derrière les immeubles, s'il n'y a pas d'autres bâtiments qui vont venir, comment dire, casser ces turbulences qui peuvent se produire ici. Pardon, voilà.
Alors là, je vous montre un cas concret. Donc, c'est la place du millénaire du quartier Antigone à la ville de Montpellier. Donc, on a toujours un laboratoire créneau. On a modélisé la place donc en 3D et on a modélisé effectivement le végétal qui se trouve ici, au niveau de la place, pour donc mettre en évidence l'effet du végétal sur sur les écoulements de vent. Donc voilà, donc on a modélisé la place complètement donc vierge sans la végétation, avec la végétation actuelle qui est avec une végétation jeune qui se trouve à 8 mètres de hauteur et avec une végétation adulte qui se trouve à 20 mètres de hauteur. Et on a regardé avec, cette fois-ci, pas la mesure climatique et pas la thermographie, mais avec de la CFD, avec de la simulation des écoulements d'air dans un logiciel dédié. On a regardé les différences de vitesse d'air sans la végétation, avec une végétation jeune et avec une végétation adulte. Et ce qui en résulte de tout ça, c'est que avec une végétation adulte, la vitesse d'air diminue de 1,4 mètres seconde dans le cas où la place est complètement vierge, pas de végétation, à 0,06 mètres seconde, ce qui est quand même non négligeable parce que justement, le cœur de la place est végétalisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce freinage d'air est en fonction du type d'arbre, du type de l'essence donc végétale, parce que chaque essence végétale a une couronne assez spécifique, compacte ou pas, qui pourrait freiner les vents à des degrés divers. Les facteurs qui accentuent les surchauffes urbaines. Pardon. Alors, le premier facteur, c'est le facteur albédo, donc le coefficient albédo qui est le coefficient de réflexion solaire. Ce coefficient dépend de la couleur du matériau, de sa forme et, et de ses propriétés thermiques. Par exemple, là, je vous ai mis une illustration qu'on voit beaucoup dans les publications de plusieurs matériaux, que ce soit en façade ou au sol plus bien évidemment tout ce qui est végétal et les toitures, pour justement montrer les différences les propriétés de réflexion de chaque matériau. Donc plus ce facteur-là, l'albédo est élevé, plus le matériau est capable justement de réfléchir le rayonnement solaire et d'éviter un stockage de la chaleur, cette chaleur qui sera par la suite restituée et qui va dégager donc ces températures, oui, c'est ça, ces températures de surface, ces températures d'air qui pourraient être assez élevées. Par exemple, une pelouse, là, elle a un coefficient de réflexion qui est entre 0 et qui est égal à 0,25 voire 0,30, alors ça c'est un peu extrême, mais un toit en tôle ondulée, il a une coefficient de réflexion beaucoup plus faible et du coup il ne réfléchit pas la chaleur, hein, la lumière, c'est un autre sujet. Une peinture blanche, elle réfléchit vraiment beaucoup, jusqu'à 0,90. Du ciment, peu, enfin, voilà. Après, voilà, comme je disais, ça dépend vraiment de la capacité du matériau à stocker la chaleur et de garder la chaleur pour la restituer par la suite. Donc donc l'albédo, pouvoir de réflexion, l'objectif c'est que l'albédo soit le plus élevé possible. Ici, par exemple, à gauche, le matériau, il est donc de couleur foncée, il va stocker beaucoup de chaleur là et réfléchir moins de rayonnement solaire. Le matériau à droite est plus clair et donc il va stocker moins de chaleur. Par contre, il va réfléchir beaucoup plus de chaleur. Donc, un exemple d'un matériau très réfléchissant, mais après,
il y a d'autres facteurs qui interviennent, par exemple les problèmes d'éblouissement avec ce type d'aménagement et ce type de matériaux. Ensuite, l'albédo, donc coefficient de réflexion, est en fonction de la forme et de la rugosité du matériau. Donc une forme, pardon, à gauche, une forme, cette forme-là, elle va stocker plus la chaleur, alors que cette forme-là, elle va stocker moins de chaleur et réfléchir plus de chaleur. Je vous ai, comment dire, je vous présente là donc un tableau qui regroupe plusieurs types de matériaux. C'est surtout des matériaux de revêtement de sol, beaucoup de matériaux de revêtement de sol, donc même toiture, voilà, toiture terrasse, toiture pleine, terre végétalisée, et des revêtements voilà, de sol et de toit, avec à la fois les valeurs du coefficient de réflexion, qui est plus favorable s'il est faible, plus il est faible, plus c'est favorable, et avec à la fois aussi, ce qui est très important, la couleur du matériau. Parce que, par exemple, un sable un peu plus foncé aura sûrement un coefficient, ici, là, un sable avec un brun clair aura un coefficient de réflexion, s'il n'est pas brun clair, beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevé beaucoup plus faible, pardon, que 0,15. Donc ensuite, il y a le paramètre de stockage de la chaleur, donc plus le fait de stocker, enfin de réfléchir, pardon, le rayon solaire. Euh, Si le matériau est faiblement inerte, donc si l'inertie du matériau est faible, donc donc il va moins euh, stocker et donc plus restituer dans la journée la chaleur. Et si l'inertie est forte, au contraire, le stockage se fait dans la journée et le déstockage et donc le déphasage thermique est beaucoup plus lent et se fait plutôt la nuit. Je vous parlais des phénomènes donc de l'influence des formes urbaines sur les écoulements d'air. Donc les formes urbaines ont aussi une influence sur le fait de stocker, de piéger la chaleur ou pas. Donc ici, deux images thermiques, donc de prise dans l'infrarouge, des images thermographiques aériennes de deux types de tissus urbains. Un tissu très dense et donc des températures, encore une fois, de surface assez élevées, ici à l'échelle, et un tissu urbain moins dense et des températures élevées, mais sur certains espaces urbains, pas partout, et des températures plus faibles dans des espaces qui sont complètement végétalisés. Quel est le rôle des végétales sur l'évapotranspiration? Donc, on a parlé d'écoulement d'air, d'ombrage, et il y a surtout donc, le caractère d'évapotranspiration des végétaux, des plantes, qui dépend aussi de la nature de l'essence végétale. Donc, il y a des essences qui transpirent moins que d'autres. Et là, un tableau qui va regrouper donc le caractère, enfin le fait d'ombrager ou pas par rapport à l'essence végétale et le pouvoir d'évapotranspirer, pardon, selon le type de l'arbre, bien évidemment sa taille, s'il est à l'âge jeune ou à l'âge adulte et jusqu'au revêtement de sol, ici, par exemple, en graminées, prairies et gazon. Alors, pour continuer, donc on a parlé d'évapotranspiration des végétaux. Maintenant, il y a l'évapotranspiration des plans d'eau dans les villes. Là, c'est le cas de la Seine, donc c'est quand même voilà, la Seine, pardon, excusez-moi. Et ce qui est intéressant ici, c'est donc le pouvoir de l'eau d'évapotranspirer et d'apporter la fraîcheur dans l'air. Et c'est surtout le fait que cette fraîcheur
comme on l'a vu par rapport aux parcs végétalisés et par rapport aux forêts, cette fraîcheur, elle s'étend sur plusieurs mètres. Ici, pareil, c'est une étude CFD, donc une étude avec un logiciel d'écoulement d'air et un logiciel de STD, donc un logiciel de thermique dynamique, pour voir et quantifier donc les températures d'air fraîches qui vont s'étendre à 30 mètres de part et d'autre de la Seine. L'apport des structures d'ombrage dans les villes avec plusieurs exemples. Par exemple, ici à Chypre, avec les types, avec les espèces de toiles tendues, comme ça. Une ombrière à Barcelone. Un réaménagement de place à Cannes-sur-Mer avec des arbres avec des couronnes assez étendues et assez compactes. Et enfin, le parc Marie-Louise à Séville, avec une espèce de pergola avec de la végétation et un espace ici qui sera sûrement complètement ombragé à une certaine heure de la journée, mais qui est complètement à l'abri des fortes chaleurs de la ville de Séville. Pour résumer, quels sont les facteurs responsables du ressenti de l'îlot de chaleur urbain? Densification et imperméabilisation des sols, l'absence de végétation dans les villes, les fortes minéralisations, l'absence de plans d'eau, la pollution due aux climatisations massives dans les villes. J'en parle pas dans ce webinaire, mais le fait de climatiser dans les bâtiments a un effet effectivement assez néfaste sur le dégagement de chaleur des unités de clim dans l'air à l'extérieur. Et la phrase est peut-être un peu forte, mais l'absence de cohérence entre l'acte de concevoir et la prise en compte des spécificités climatiques de chaque site. Parce que longtemps, on a conçu, on a aménagé des quartiers, on a conçu des bâtiments sans prendre en compte les climats locaux, quel que soit le type de climat. Et on est venu par la suite corriger des effets d'inconfort dus à certaines conceptions par de la technique, que ce soit dans les bâtiments, par de la technique, par des équipements très performants de clim, de chauffage, etc., de ventilation, ou dans les villes et dans les quartiers par des éléments correctifs comme planter a posteriori des arbres ou perméabiliser a posteriori des espaces parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas pris en compte justement ces données qui sont quand même assez importantes. Donc, je vous présente un diagnostic que j'ai fait moi-même autour de plusieurs espaces types d'un quartier très dense à Marseille. Donc là, c'est pour vous montrer comment on pourrait, comment par exemple, s'il y a lieu de rénover un espace urbain, comment faire ce diagnostic microclimatique pour après apporter des éléments de correction dans des espaces problématiques. Et après cet exemple-là, je voulais vous montrer un exemple d'un projet neuf et comment travailler avec le climat quand on conçoit et on aménage un projet neuf, un projet d'urbanisme ou de quartier neuf. Donc, sur les espaces types de la ville de Marseille, donc j'ai travaillé sur ce quartier dense pour ceux qui connaissent Marseille. Donc, c'est le quartier appelé La Plaine. Donc, il est composé d'une place ici, la place Jean Jaurès, qui est arborée là par des tilleuls, non, pardon, par des magnolias ici. Au centre de la place, on avait, parce que la place a été réaménagée depuis, mais on avait des magnolias. Et donc, j'ai regardé cet espace type, donc une place arborée. Le boulevard Chave qui est là, donc c'est un boulevard à mailles arborées par des platanes. Et plusieurs espaces, plusieurs rues, canyons qui se trouvent ici. Donc ça, c'était le premier cas d'étude. Le deuxième cas d'étude et les abords sont les abords de la Cité radieuse. Donc j'ai pris un quartier dense, donc la Plaine, et en parallèle un quartier moins dense avec bien évidemment la Cité radieuse avec ses abords à l'est fortement minéralisés ici,
assez végétalisée à l'ouest de la cité radieuse. Et, entre les deux gros espaces, j'ai pardon, j'ai j'ai expérimenté, j'ai fait des mesures climatiques sur plusieurs saisons, donc sur 3 saisons, avec du matériel de mesure climatique. J'ai fait de la simulation thermique dynamique que sur le quartier La Plaine et de la CFD, donc pour quantifier les écoulements d'air et surtout mettre en évidence le rôle du végétal dans tous ces espaces, sur le freinage des écoulements d'air, sur l'apport en humidité de l'air, puisque je l'ai mesuré, et aussi sur le rafraîchissement de l'air par les températures d'air beaucoup plus clémentes, par exemple sous un platane ou un magnolia que ici au niveau de cette façade complètement minéralisée. Voilà. Donc j'ai pris une mini station météo ici qu'on trouve là. Donc je l'ai mise à un point très dégagé du site, de chaque site, et j'ai pris donc un appareil pour mesurer les températures d'air, vitesse d'air et humidité de l'air, et un autre appareil pour mesurer les températures de surface. Et donc, sur cet espace-là, ce qui ressort, c'est que, euh, donc là, il y a les résultats de température d'air, humidité de l'air et vitesse d'air sur chaque point qui est défini à chaque fois ici, pardon, là, au milieu de la place où il n'y a pas de végétation et sous les platanes. Et à chaque fois, j'ai comparé ces paramètres avec la mini-station météo et aussi la station météo de référence, qui est la station météo de Marignane. Il faut savoir que les stations météo, en général, sont en dehors des villes, sont sur les sites des aéroports. Et les paramètres pris au niveau de ces stations météo sont des paramètres toujours à corriger avec les fameux 3-4 degrés jusqu'à 8 degrés de différence entre les sites dégagés des aéroports et les centres urbains assez denses. Et pareil, donc sur la cité, sur les abords de la cité radieuse, sous les pilotis, et avec des phénomènes d'accélération de vent, par exemple, sous les pilotis, freinage de vent ici parce qu'il y a beaucoup de végétation, des températures de surface assez élevées ici parce on n'a pas du tout d'ombre, voilà. Sur les mêmes espaces, j'en ai pris, comme je dis, j'ai pris, donc on était quand même une équipe, on a pris des images thermographiques pour justement quantifier ces températures de surface au niveau des sols, au niveau des façades, et c'est flagrant. Donc les sols sont les températures de surface sont très très élevées à différentes heures de la journée. Donc on a quand même des températures qui avoisinent les 50 degrés, les 52 degrés ici, 49 là, et plus on s'éloigne ces angles-là, là où il y a des multiréflexions de rayonnement solaire, plus ces températures sont, entre guillemets, plus clémentes. Elles sont quand même à 40 degrés, 38 degrés, etc. Donc pareil, on a pris des images thermiques sur la cité radieuse avec les végétaux qui sont ici. Et donc, les températures de feuillage sont aussi comptabilisées. Donc, elles sont de couleur assez sombre et donc les plus faibles possibles. La température de feuillage ici, par exemple, sur cette image, elle est égale à entre 25 et 30 degrés, alors qu'elle est sur la façade complètement au soleil, elle est à 44 degrés. Et comparer ça, bien évidemment, aux vitesses d'air et au fait comment dire, que plus on se rapproche de ces courants compacts, plus les vitesses d'air comment dire, sont freinées et diminuées. Donc pareil, on a pris des images thermiques avec les platanes ici, et avec les différences de température et de vitesse d'air à chaque fois, à différents moments de la journée, pour mettre l'accent sur l'apport de l'ombrage et du végétal dans un espace urbain. On a simulé, donc on a simulé tout le quartier Chave, enfin tout le quartier Chave, la place, le Mail et les rues Canyon, et on a aussi simulé, donc on a modélisé les 3 espèces végétales
les trois essences végétales, les magnolias qui sont à 10 mètres de hauteur, les platanes qui sont à 13 mètres de hauteur et les tilleuls. Et on a rentré ça, donc on a constitué ici la maquette 3D et on a rentré donc la maquette avec les végétaux qui sont ici, on les a rentrés dans un logiciel qui s'appelle Soleneos qui va nous permettre de calculer les températures de surface de chaque espace végétal, sol et façade. Voilà. Donc, en comparant les deux résultats, sans végétal sur la place, on est sur le graphe vert. Donc, on est quand même 29 degrés, température de surface toujours, hein. Il s'agit de température de surface et non pas de température d'air, c'est pour ça qu'elles sont un peu plus élevées. Alors que sans le végétal, parce qu'on là, on peut faire ce qu'on veut, on peut enlever la végétation, la réintroduire. Donc, sans le végétal sur la place, on est à 41 degrés de température de surface pour un mois de juillet, donc l'été à midi. Pareil, on a fait des simulations donc d'écoulement d'air avec un logiciel qui s'appelle Fluent. Ces simulations ont été développées dans le bureau d'études Optiflow qui se trouve à Marseille. Et donc, on a un peu confirmé ce qu'on a trouvé en métrologie classique, des freinages de vitesse d'air ici, c'est ce qu'on voit en bleu foncé, des freinages de vitesse d'air au cœur de la place, là où il y avait les magnolias, et aussi à ce niveau-là, là où il y a les tilleuls, et un freinage aussi à ce niveau-là, sur le boulevard Charles, avec les platanes. À deux reprises, parce qu'on a introduit dans la deuxième simulation les phénomènes de convection. C'est ce qui est en rouge ici. Donc, parce que quand l'air, enfin, c'est un phénomène de convection thermique qui va générer un petit flux d'air qui va s'additionner avec l'écoulement d'air classique. Ensuite, je vous montre un retour d'expérience sur un aménagement d'un nouveau quartier. Donc, il s'agit du quartier des Piels dans la ville de Frontignan, aménagé, conçu par l'architecte Tour, par le bureau, le cabinet d'architectes Tour Sanchi. Les simulations ont été faites par le bureau d'études Tribu. Donc, voilà, l'aménagement en 3D du quartier, donc qui s'étale sur tout ce site-là. À l'époque, on a travaillé donc avec les urbanistes et on a pris en compte justement tous les phénomènes climatiques, la hausse des vents dominants Frontignan, les températures d'air, les données d'entrée donc de la station météo la plus proche. Et avec ces phénomènes, ces données-là, on a développé, donc on a fait une étude aérodynamique sans l'aménagement et avec l'aménagement. On a apporté des éléments correctifs dans les cœurs des îlots au niveau des angles. Et on a fait une étude solaire sur plusieurs variables, parce à un certain moment, on a zoomé sur les mailles pour voir comment se comportent ces mailles thermiquement et au niveau des turbulences éventuelles des écoulements d'air. Voilà ce qu'on a pris comme considération. On a regardé, donc on a élaboré un franc bâti par rapport au vent dominant, donc ici, par rapport à la tramontagne, et on a essayé, on a laissé le site s'aérer avec des vents plus faibles qui viennent ici, les vents sud-est, dans les cœurs des îlots. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'inconfort dans le cœur des îlots, on a bien sûr végétalisé tous les cœurs des îlots ici pour freiner le moindre inconfort généré par le vent. Et ensuite, non, pareil, on a fait pareil, en fait, on a fait pareil sur les deux, excusez-moi, sur les deux vitesses, les deux orientations de vent. Donc, le vent sud-est et un vent nord-ouest. Et ensuite, on a travaillé sur tout ce qui est phénomène de surchauffe donc local, avec des héliodons à différentes heures de la journée et surtout à différentes saisons. Donc en mars, en juin et en décembre.
pour justement venir après aménager certains types d'espaces dans le cœur des îlots et dans les mailles et aux abords des immeubles. À l'échelle de l'îlot, on a fait des simulations sur plusieurs saisons sur une maille type pour quantifier les durées d'ensoleillement de chaque espace type. Donc, dans le cœur excusez-moi, le cœur de l'îlot, les abords ici, et pour justement aider l'urbaniste à travailler avec l'urbaniste pour choisir le type d'aménagement qui va venir dans les cœurs des îlots et dans les abords des îlots, dans les abords des immeubles, dans les rues, au niveau des rues, ruelles, etc. Voilà. On a calculé les températures de surface avec le même logiciel Soleneos et on a comparé les températures de surface d'un revêtement en asphalte et d'un revêtement en prairie et le résultat est toujours le même, donc des différences de température assez élevées. Donc on est entre 30 et 50, donc 20 degrés d'écart de température de surface entre une prairie et un revêtement en asphalte. Ensuite, on a comparé les évolutions des températures de surface selon le type de revêtement de sol, donc un revêtement minéral en prairie, en comparant cela à la température d'air, euh, euh, comment dire, comme donnée d'entrée de référence. Et j'ai fini, et j'ai fini, et j'ai fini, et je laisse place aux échanges et aux questions. Et j'ai mis à la fin un certain nombre de ressources bibliographiques que vous pouvez avoir à la fin du diaporama. Euh, voilà. Donc, je laisse place à vos questions. J'arrête, je suppose, le partage. Non, j'arrête pas. Je vous laisse me poser des questions. J'ai la fenêtre des QR ouverte et je suis dispo à répondre à toutes vos questions. Alors, merci, merci, merci Anne. Il y a Gaëlle qui est revenu. Je suis là. Tu es là. Oui, J'étais aux toilettes. Pardon. il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fini, Gaëlle, et je commence à lire les questions Oui, et je réponds hein, directement. Les gens, exactement. voilà. Alors, Dominique, bonjour, merci pour votre exposé. Est-ce qu'il y a des études, est-ce que je les relis comme ça, non, qui sont menées pour Ou tu approcher peux les... les relire. Ouais. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a des études qui sont menées pour approcher les études sur le biomimétisme pour trouver des solutions pratiques pour le climat? C'est des études qui sont menées pour approcher. Oui, oui, il y a des études qui sont menées pour approcher, sur des sujets sur le biomimétisme, effectivement. Des exemples de solutions dans les villes anciennes pour limiter l'inconfort. Oui, il y a des exemples, par exemple, sur la ville, par exemple, de leur ville ancienne, à Aix-en-Provence, je sais qu'il y a pas mal d'exemples comment dire, de correction, entre guillemets, de phénomènes d'îlots de chaleur urbain, mais il y en a sûrement d'autres, d'exemples voilà, de villes anciennes avec des projets de rénovation urbaine. Là, c'est trop. Quel serait donc l'aménagement idéal d'une place ou d'une extérieur de maison isolée? Ben, idéalement, c'est végétaliser et si on ne peut pas végétaliser au sol, planter ou même mettre dans des pots euh, des arbres à taille jeune qui seront adultes un jour. Donc ça, c'est l'idéal. Quel serait donc l'aménagement? Quand la chaleur est reflétée par un matériau réfléchissant, est-ce que la chaleur reste dans le dôme de chaleur s'il n'y a pas d'écoulement d'air? Oui, je confirme, elle reste malheureusement dans le dôme de chaleur. Bonjour, merci à vous. Je suis architecte à Marseille. Je m'appelle pour la poursuite de vos études. Avez-vous présenté vos analyses au service d'urbanisme? Non, j'ai pas présenté, mais si vous m'aidez à les présenter, mais volontiers, parce que c'est vrai que il reste dans ma petite thèse et voilà. Donc voilà, je peux volontiers les présenter à la ville de Marseille. Euh, alors, je me perds un peu parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, Euh, je pense, il y avait une question de Carmela, il me semble que tu n'y as pas répondu. Des exemples de solutions dans les villes anciennes pour limiter l'inconfort.
Alors ça, j'ai répondu. Tu as répondu, pardon, Ouais, excuse-moi. pardon, oui, voilà. Le matériau, c'est bon. Alors, peut-on faire facilement des évaluations sur de petits projets? Oui, justement, on peut faire facilement des évaluations sur de petits projets avec des outils très simplifiés pour les architectes. Donc, on n'est pas obligé de faire des calculs complexes et coûteux pour justement travailler sur ces sujets-là. Je vous le confirme, Anne Vézard. Marie Borin, est-ce qu'il y a des essences d'arbres à privilégier pour favoriser le rafraîchissement des façades et espaces publics? Alors, il faut favoriser les essences végétales locales, indigènes au site, avec des couronnes assez compactes. Et après, l'essence dépend de, bah voilà. Si on veut que, s'il n'y a pas de vent, par exemple, et on veut juste que l'arbre évapotranspire, donc le fait que la couronne soit compacte ou pas n'est pas très important. Par contre, si on veut freiner des vents très très forts, la couronne de l'arbre est très importante. Ont-elles été... Alors, Aline, vous n'avez pas terminé votre question. Ont-elles été... Alexandra Monod, a-t-on une graduation des effets d'aménagement extérieur? Toile tendue, arbre, bassin, canis, prairie. Oui, alors de mémoire, le fait d'avoir des arbres est vraiment, voilà, c'est le critère numéro un. Après, et le fait d'avoir des arbres, des plans d'eau, les toiles tendues, etc., comment dire, les températures d'air est beaucoup plus faible que la température sur un espace dégagé, mais par contre, elles sont pas aussi efficaces qu'un paysagement d'espace. Jérôme Montemont, merci. Une démarche proche de la gestion et de la récupération des eaux de pluie. Oui, 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 oui. Oui, alors, j'ai pas compris la question sur la démarche proche de la gestion et de la récupération des eaux de pluie, mais dans nos projets d'aménagement, ces études-là sur les îlots de chaleur urbains sont couplées automatiquement avec des études de gestion des eaux pluviales et des eaux d'orage. Là, j'ai parlé que d'îlots de chaleur urbains, mais on traite aussi les autres aspects environnementaux. Voilà. Alexandra Monod, faut-il limiter la vitesse du vent ou au contraire l'augmenter pour évacuer? Alors, en fait, l'augmenter pour évacuer le dôme de chaleur tout en ayant à l'esprit, à l'idée comment dire, de, de procurer un confort à l'usager de la ville qui est quand même, lui, à 1,60 m. Parce que je vous ai montré, le dôme de chaleur, il est quand même à des hauteurs beaucoup plus élevées. Mais on peut travailler avec les deux. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, je Peut-être la vous... question de Aline Charrière, effectivement. Oui, Ont-elles été, à moins que ça référait peut-être à une question précédente, oui. et auquel cas on l'a perdue. Ah Aline, si oui, tu es encore avec nous? Oui, Aline, oui. ah Juste une voilà, correction d'orthographe, pardon. d'accord. D'accord, Ben, donc c'est... merci pour cette Merci. correction. Y a-t-il d'autres questions? On va entendre, il est 15h02, on va attendre 15h03. Ah, Rofia. A-t-on intérêt de faire des façades claires, même si réfléchissant? Oui, on a intérêt à faire des façades claires, même si réfléchissant, effectivement. Anne Vézard, quel outil? Alors, les outils simplifiés à la portée des architectes urbanistes. Donc, alors, il y a l'héliodon, le tracé d'ombre, voilà, qu'on peut faire un héliodon avec SketchUp, même pas professionnel. On peut faire un héliodon avec un module dans AutoCAD pour au moins qualifier les effets d'ombrage dans un espace urbain. Après, il y a les outils, tous les effets que je vous ai montrés d'accélération de vent. Donc, le tableau qui récapitule toutes les formes urbaines avec les inconforts qui sont induits par ces formes urbaines et qu'on peut, voilà, sur un plan d'aménagement, sur un plan de masse, on peut aller regarder quelle est la forme qui va induire tel inconfort de vent, l'ombrage, est-ce qu'il est là ou pas, et travailler avec une stratification voilà, d'inconfort dû au vent, d'inconfort thermique, etc. Après, il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus complexes qui sont dans les bureaux d'études. Donc, il y a les outils de STD, CFD, etc., mais qui sont beaucoup plus lourds et qui prennent beaucoup de temps surtout.
Parce que je sais que le temps du projet est court, du coup, c'est un peu problématique. Dans beaucoup de règlements, il est dit que tout arbre de haute tige arraché sera replanté comme si un arbre jeune avait été conservé. En réalité, vous pouvez nous donner une idée de la différence. Il est tout arbre de haute tige arraché sera replanté comme si un arbre jeune avait la même capacité. Ah oui, ben en fait, ben, le mieux effectivement, c'est de replanter un arbre qu'on a arraché. Après, on est obligé d'attendre que l'arbre soit adulte, sauf voilà, on est obligé d'attendre que l'arbre soit adulte. Donc voilà. Au Brésil, la superficie de toiture terrasse non végétalisée, peinte en blanc ou couleur claire, convainc de plus en plus les usagers. Est significativement efficace. Alors, la toiture terrasse peinte en blanc, c'est mieux qu'une toiture terrasse peinte en noir, mais par contre, la toiture végétalisée reste toujours la solution la plus efficace et adaptée, sous condition, bien sûr, d'un entretien sur le long terme de la toiture végétalisée et surtout de planter des essences locales qui ne nécessitent pas beaucoup d'eau parce que on va avoir un problème d'eau dans les années à venir malheureusement. Voilà, cela permettrait de préserver au mieux les arbres existants. Ben, le mieux, effectivement, Marie Borin, c'est de préserver les arbres. Donc, je suis complètement d'accord avec vous. Arracher un arbre pour replanter un autre, ça n'a pas de sens. Mm. Pas de questions ouvertes. Que Ouais. voir. Alors, Auriez-vous d'autres questions à poser à Rofia Laitier? Il est 15h05, on se laisse encore une minute. Ça vous convient? il y a une personne qui a levé la main, mais elle n'a pas le droit de parler, c'est ça? Ah, c'est Jean-François Dorès. Mais la Ah, main de Jean-François est levée depuis le début. Jean-François Dorès, notamment, intervient dans le ah, cadre de la formation Toit et terrasse ah végétalisée. oui, d'accord, d'accord. Donc, il peut poser la question, du coup, dans le QR, c'est ça? Oui, dans l'onglet QR. En anglais, pardon. Ah, tu as une Merci, autre question. merci à toi, Anne. Abderrahman Nachda, est-ce que les murs végétalisés peuvent jouer aussi un rôle de fraîcheur? Oui, effectivement, les murs végétalisés peuvent jouer un rôle de fraîcheur, oui. Mm. Ils sont correctement réalisés, évidemment. Oui, oui, ouais, c'était dans ma tête, oui, ils sont Voilà, correctement. c'est un Parce que clin des d'œil fois, auprès de Jean-François. oui, Ah bah Jean-François intervient oui, d'ailleurs. la végétalisation d'acheter. Oui, je suis d'accord avec vous, Jean-François, Mm, complètement. mm, J'enlève. Est-ce J'enlève que vos les murs questions. végétalisés? Non. Ah oui, tu avais répondu, Rofia. Oui. Ok, on attend encore quelques instants. Bon, il est 15h07, ah, il me semble qu'il n'y ait plus de questions. Bah, Rofia, moi je vais te remercier chaleureusement pour ton intervention. Ah, il y a une autre question, ouais. Et donc, les routes des pistes cyclables aussi peuvent être végétalisées. Ça, c'est une affirmation de Jean-François. Ouais. Dufaux, merci, merci à vous, Pierre. Dominique Barrière, est-ce qu'il est possible d'utiliser le chameur dont on veut se protéger comme élément pour produire? J'ai pas compris la question, Dominique Barrière. Ah oui, Dominique, oui. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est qu'un chameur, Dominique. Dominique peut-être. Barrière est aussi l'un de nos formateurs. Il intervient dans le cadre de la formation Feng Shui. D'accord, donc la Chaleur, chaleur ah oui, voilà. dont on veut se protéger comme élément pour produire un bienfait. Exemple, énergie ou stockage. Oui, oui, complètement. On peut se servir de la chaleur si on arrive à la stocker. Oui, oui, complètement. Et est-ce que Dominique, tu avais une question en tête par rapport au Feng Shui et à ta pratique? Ou est-ce que Rofia a répondu à ta question? On n'aura pas la réponse de Dominique à cet instant, en tout cas. Ok. T'as du faut te remercier.
Non, pas spécifiquement, mais savoir s'il existe des procédés pour stocker la chaleur. Alors, en milieu urbain, non. Après, dans les bâtiments, oui. Il existe des procédés, mais en milieu urbain, à ma connaissance, non. Hmm, Non. d'accord. Ok. Bon, plus de questions, il semble. Donc, Rofia, à nouveau, je te remercie. J'en profite évidemment pour vous indiquer que la webconférence là, qui vous a été présentée est évidemment qu'une sensibilisation, que Rofia a balayé un ensemble de thématiques et que une formation de 14 heures vous sera proposée, alors plutôt en 2024. Elle est en cours de conception. Euh, nous vous enverrons bien sûr un mail pour vous alerter dès lors qu'elle sera ouverte. Autre aspect, j'ai déjà dit, Jean-François Dorès, lui, intervient dans le cadre de la formation murs et toits végétalisés. Et Dominique, même si on est plus loin du sujet, anime, lui, a conçu et anime la formation Feng Shui. Je réouvre l'onglet questions-réponses. Voilà, Dominique, Maïsa. Bonjour Maïsa, je suis ravie de vous lire. Voilà, tu as des remerciements. Et Paul Chapakou, à quoi pourrait servir cette chaleur stockée? Bah, peut-être à réchauffer en hiver, je ne sais pas. Oui, oui. Dominique ou Rofia, oui. Oui, oui, à réchauffer en hiver, oui. Mm, Merci. Eh ben, merci. Enfin, je sais pas si on a, mais merci à vous tous, hein. Merci, merci. mm. Ouais. Et Anne Vézard, la formation Toit végétalisé animée par Jean-François, il y a une session qui ouvrira alors à distance en octobre. Vous pouvez retrouver l'ensemble des sessions sur notre site ou bien évidemment nous contacter. Voilà, Claude hein, qui indique que c'était très synthétique et très intéressant. Claude qui indiquait par la même occasion que les échanges dans le cadre des formations ILO étaient de grande qualité. Claude, je ne crois pas me tromper. C'était bien vous qui l'avez signalé. Ok, parfait. Nous vous enverrons bien sûr le support de Rofia et dès que nous aurons programmé des sessions, nous vous les proposerons. Eh bien, on va se quitter ici. Merci. Merci, merci Rofia et merci Merci. à toutes et à tous et à très bientôt. À bientôt. Merci. À Au revoir. bientôt. Merci Rofia, mille merci. Merci. Au À revoir. plus tard. À plus tard. À plus tard.